total au nombre de 10 au sein de la commission d'enquête parlementaire installée officiellement ce matin et doit faire la lumière sur l'Irana Diatta. Plus de précisions dans cette édition. Le Niger célèbre ce 20 mars à l'instar des autres pays francophones de la francophonie. C'est sous le thème « J'aime, je partage ». Détail dans cette édition. Lundi 20 mars 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Ce 20 mars 2017, cela fait exactement un an que le président de la République, Issoufou Mahamadou, avait été réélu pour un mandat de 5 ans. Une élection intervenue dans un contexte de protestation de la part de l'opposition de l'époque. Retour sur ces scrutins avec Hassan Saleh Moustapha. C'était le 20 mars 2016 que les Nigériens étaient de nouveau appelés aux urnes pour le choix d'un nouveau président de la République entre deux candidats. Issoufou Mahamadou, candidat à sa propre succession, et Hama Amadou. Le premier étant libre de ce mouvement et le second en prison. Un scrutin inscrit sur la page de l'histoire du Niger, car c'est pour la première fois que le Niger ait connu cette situation. Le scrutin du 20 mars 2016 a été d'ailleurs rejeté par l'opposition de l'époque qui n'a pas participé. Notre pays et son peuple subissent à leur corps défendant la malédiction d'un régime irresponsable, dangereusement omnibulé par la conservation du pouvoir, fut-il au détriment de la légalité et du respect de la souveraineté populaire. Le pouvoir en place a crevé tous les plafonds d'atteinte à la démocratie, en entraînant notre pays dans une parodie électorale qui nous vaut, hélas, mépris, humiliation et déshonneur. La désaffection des électeurs nigériens pour le second tour du scrutin présidentiel est implacable. Son constat ne souffre d'aucune ambiguïté, que des observateurs privilégiés ont largement traduit dans tous les formats. Selon la remontée des informations de terrain, le taux national pondéré de participation est de 11,05%. Même les observateurs indépendants ont constaté des lacunes dans la tenue de ce scrutin. De la participation au scrutin. D'une manière générale, on a relevé une faible participation par rapport au scrutin du 21 février 2016 dans la plupart des bureaux de vote observés par nos observateurs. Dans tous les bureaux de vote, on a noté l'absence des délégués du candidat Hama Amadou. Dans certains cas, même certains membres du bureau de vote étaient absents. Il a fallu les remplacer par d'autres pour pouvoir faire fonctionner les bureaux de vote en question. Ainsi, c'est dans l'après-midi du 22 mars 2016 que le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé le résultat au cours d'une cérémonie au Palais de Congrès. Taux de participation 59,79%. Taux d'abstention 40,21%. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou 4 105 499 voix, soit 92,49%. Et peu après, au palais de la présidence, c'est le président réélu qui s'est adressé à la nation. Je voudrais que la victoire du 20 mars ne soit pas celle d'un seul camp, mais celle du pays tout entier. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. Notre pays doit renforcer son unité et sa cohésion sociale. C'est dans cette perspective que je lance un appel au rassemblement de tous les Nigériens
pour que se mette en place un large fonds dont le seul objectif sera la renaissance du Niger et donc le progrès, la paix et la prospérité pour tous. Un an après, le train de la Renaissance à Acte 2 a du mal à démarrer au regard des groins sociaux généralisés dans divers secteurs, avec notamment des grèves pour exiger l'amélioration des conditions de travail des agents d'une part et d'autre part pour exiger des autorités le paiement de plusieurs mois d'arrêt de salaire. L'Assemblée nationale a procédé ce matin à l'installation officielle de 4 commissions, dont celle d'enquête parlementaire sur l'affaire de vente d'uranium. Cette dernière, forte de 10 membres, doit faire la lumière sur l'uranium Guetta. Quant aux 3 autres commissions, elles ont chacune 15 membres issus de tous les groupes parlementaires. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Nasser Sedou. Cette cérémonie solennelle placée sous la présidence du premier responsable de l'Assemblée nationale marque la mise en place de 4 commissions, dont l'une chargée de l'examen de la levée de l'immunité du député Sidi Lamine Sidoum, forte de 15 membres. 2 commissions ad hoc chargées de la mise en accusation de 2 anciens ministres, fortes de 15 membres chacune, et la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de vente d'uranium. Des commissions au sein desquelles siègent des membres de tous les groupes parlementaires proportionnellement à leur taille. Votre mission consistera à présenter un rapport en séance plénière après avoir entendu le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues non membres de la commission. Mesdames et messieurs les membres de la commission chargée de l'examen de la demande de mise en accusation de l'ancien ministre Lawali Chebou, dans l'accomplissement de votre mission, vous pouvez entendre toute personne et rechercher tout élément d'information de nature à éclairer vos conclusions. Au terme de vos investigations, vous présenterez un rapport à la plénière de l'Assemblée nationale, le cas échéant, assorti d'une résolution de mise en accusation. Mesdames et messieurs les membres de la commission ad hoc chargé de l'examen de la demande de mise en accusation de l'ancien ministre Ousmane Galadima. Au terme de vos investigations, vous présenterez un rapport à la plénière de l'Assemblée nationale, le cas échéant assorti d'une résolution de mise en accusation. Mesdames et messieurs les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de vente d'uranium, les commissions de contrôle sont formés pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'Assemblée nationale du résultat de leur examen. Votre mission consistera donc à recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés se rapportant à cette affaire. En marge de cette cérémonie, l'un des membres d'une des commissions nous donne plus de détails sur leur mission. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur en ce qui concerne les enquêtes parlementaires, je serai, à partir de l'instant où nous avons commencé le travail, tenu au secret de délibération. Donc, en substance, je puis seulement vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, la commission a été installée et qu'il comprend un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de 2 rapporteurs conformément au règlement intérieur. Commission de travail, puisque comme je vous l'ai dit, je suis membre de cette commission ad hoc et que je suis tenu, n'est-ce pas, de ne rien dire par rapport à ce que nous faisons ou que nous ferons. À noter que les 4 commissions ont été renvoyées à l'exercice de la mission à elles assignée par l'Assemblée nationale à compter de ce 20 mars 2017. Ainsi, pour le cas de la commission d'enquête parlementaire sur l'uranium Guet, elle dispose de 45 jours pour produire son rapport.
Restons-y toujours à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour cette fois-ci évoquer le débat à huis clos tenu samedi dernier suite à l'interpellation du gouvernement sur la situation sécuritaire du pays. Un débat qui visiblement n'a pas satisfait l'opposition parlementaire. Les détails dans ces reportages signés Adam Soumana et Nasser Seydou. Le ministre de la Défense nationale, représentant le chef du gouvernement, interpellé par les députés de l'opposition, était en face des élus nationaux pour débattre de la situation sécuritaire dans le pays le samedi 18 mars 2017. Une interpellation au sujet duquel le président du groupe parlementaire Zamzam Loumana a bien voulu lever toute équivoque. Nous sommes une institution parlementaire qui, à chaque loi de finances, depuis 6 ans, vote de fonds colossaux pour la sécurité de ce pays, pour la défense de notre territoire. Et nous observons que malgré cela, très souvent, nous sommes en proie à des revers suite aux attaques dont sont victimes nos forces de défense et de sécurité. Il était important pour nous, et avec nous le peuple nigérien, de connaître exactement où se trouverait alors le problème, dans la mesure où le discours officiel est guerrier, dans la mesure où les fonds conséquents sont votés, dans la mesure où on nous fait croire que tout est au beau fixe. Donc c'est de cela qu'il s'est agi, mais nullement de venir détailler, n'est-ce pas, des questions de secret défense. Quant au débat qui s'était tenu à huis clos et non publiquement, il n'a pas permis, selon Soumana Sanda, de cerner le problème fondamental de l'insécurité au Niger. Nous avons certes été édifiés par un certain nombre de choses, notamment le flou artistique qui caractérise l'utilisation des fonds pour que nous ayons en tout cas les capacités opérationnelles nécessaires pour faire face à ces différentes menaces. Nous n'avons pas été édifiés. Au contraire, les chiffres qui nous avaient été exhibés, donc de notre point de vue, ne reflètent pas la réalité de ce que nous, au niveau de la loi des finances, nous octroyons. Donc, c'est pour dire que nous avons fait un débat qui nous a donné des informations mais qui, de notre point de vue, ne règle pas le problème fondamental qui est aujourd'hui, et de permettre à nos populations, qu'elles soient de Difa, qu'elles soient de Tawa, qu'elles soient du nord Tillabéri, de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations sans être obligés chaque fois d'être soumis à des règles d'état d'urgence. Donc aujourd'hui, nous avons estimé, nous, au niveau de l'opposition, que véritablement, nous avons un problème sécuritaire et que le pouvoir en place ne prenne pas les mesures nécessaires. Quoi qu'il en soit, le contribuable nigérien qui souffre dans sa chair de l'insécurité grandissante dans le pays a le droit de savoir l'usage qui est fait des dizaines, voire centaines de milliards affectés à la sécurisation du territoire national. Toujours à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et par rapport à la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite de 200 milliards de francs CFA, d'aucuns qualifient d'inutile. Sanoussi Tambari Jakou, ancien parlementaire, relève toute l'utilité de cette commission à qui il demande d'ailleurs un travail approfondi. On l'écoute. Il n'y a pas que le Niger qui est impliqué dans cette affaire. Il y a Areva, une société française qui est impliquée. Il y a Areva, investigation, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, UG, qui est impliquée. Et puis ensuite, il y a une société russe qui est impliquée. Puis une société libanaise aussi. Puis Sopamine aussi, on revient à Areva. Alors, si le travail d'enquête doit être bien fait, très bien fait, pour la manifestation de la vérité, il faut nécessairement faire tout ce tour-là et interroger les responsables de ces commissions. Areva UG, société russe, société libanaise, etc., etc. Mais si on se limite seulement à interroger la Sopamine et les responsables nigériens, je crois qu'on ne va pas faire le meilleur travail possible. C'est ça que je pense de cette affaire-là. C'est une très bonne chose
de mettre en place une commission, parce que la commission peut permettre la manifestation de la vérité. Mais pour que cette vérité soit manifestée, il faut nécessairement qu'on fasse des investigations les plus sérieuses, les plus profondes, et là où il le faut. Là donc, vous avez les sociétés étrangères qui sont impliquées. Est-ce que ces sociétés vont accepter de faire les enquêtes, de répondre aux questions des Nigériens? Et est-ce que leurs pays vont prêter main forte au Niger? Et c'est tout ça là qui me pose des questions. Est-ce que la société russe et la Russie elle-même pourront faciliter les travaux de la commission d'enquête? Est-ce que le Liban et la société libanaise pourront aussi faciliter les travaux des membres de notre commission? C'est cela, moi, qui me pose problème, pas autre chose. Autrement, c'est une très, 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 très bonne chose de faire une commission d'enquête et de contrôle. Sanoussi Tambari Jakou, que vous pourrez d'ailleurs suivre en partie magazine de cette édition. Le Niger, à l'instar des autres pays francophones, célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. Pour ce 47e anniversaire, elle est célébrée sous le thème « J'aime, je partage ». Le compte-rendu de la rédaction Labari. Pour ce 40e anniversaire de la journée internationale de la francophonie, le Niger, au-delà du but recherché à travers cette journée, de célébrer non seulement ce bien commun, mais aussi et surtout l'union, au-delà de la diversité culturelle, entend marquer cette fête internationale d'un éclat particulier. Cette année, la célébration se concentrera sur les activités échelonnées sur la période du 20 au 25 mars 2017 et notamment autour de conférences, débats, de concours scolaires et littéraires, des manifestations artistiques et culturelles et une séance gastronomique. Un tel répertoire a été sélectionné pour célébrer l'unité de la diversité et la solidarité. Direct, ces activités seront l'occasion pour la grande famille francophone du Niger en général, les jeunes en particulier, d'exprimer leur talent et de faire valoir leur immense potentiel. Ce sera aussi le lieu d'apprendre des uns et des autres dans la communion de cœur et dans un esprit de tolérance, d'intégration et d'échange en droite ligne avec le thème de cette année. J'aime, je partage mon 20 mars. Une des activités au menu de cette journée, la dictée francophone, qui remplace cette année la dictée classique compte tenu du niveau des élèves. C'est un type de dictée qui est moins vraiment contraignant que la dictée classique, où nous avions constaté que 85% des élèves pouvaient avoir 0 sur 20. C'était une catastrophe. Et maintenant, ce type de dictée vient moderniser la façon d'apprendre le français. Et il faut qu'on soit vraiment totalement nul pour avoir un 0 dans ce type de dictée. Il s'agit de présenter un texte avec quelques erreurs à l'intérieur du texte, quelques fautes d'orthographe, fautes grammaticales et autres. Et l'élève se doit de recopier le texte en corrigeant les fautes. Il est également organisé un concours inter-établissements sur la lecture, dont 4 établissements sont mis en compétition sur les œuvres essentiellement nigériennes. Et à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie célébrée ce 20 mars, la secrétaire générale de l'OIF a livré un message à travers lequel Michael Jean appelle à plus de solidarité entre les locuteurs de la langue française en mettant plus en avant ce qui les unit. Je vous propose de suivre un extrait de ce message. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie, est l'occasion de clamer haut et fort combien la langue française est notre trait d'union sur les 5 continents. Nous avons en effet su faire de la langue française, que nous avons en partage, un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Un ensemble soudé, solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Quelle chance! Oui, la francophonie est une force de proposition et d'action et une plus-value pour le monde qui a tant besoin de cet humanisme intégral, de cette humanité commune que nous défendons. Dans la francophonie, nous faisons résolument le choix de la rencontre, de la découverte, de la compréhension mutuelle, d'interrelations solidaires et stratégiques au service de l'action et des valeurs universelles qui nous fédèrent.
Nous préférons ne pas être des dépositaires isolés, mais des passeurs interconnectés de nos traits de civilisation, de nos savoirs et de nos savoir-faire, de nos combats pour les droits et les libertés, de nos initiatives citoyennes, de nos réussites économiques et écologiques, de nos expériences et de nos solutions. Nous savons, face aux menaces, aux défis et aux urgences du moment, que c'est collectivement qu'il faut répondre pour faire advenir un monde plus équitable, plus harmonieux, plus stable. Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme J'aime, je partage mon 20 mars et sur libresensemble.com. Saisissez cette occasion pour montrer ces gestes que vous posez autour de vous, ces idées que vous défendez à votre façon, à grand renfort d'imagination et de créativité, votre volonté de coopérer, de co-construire un projet à la hauteur des aspirations et de la dignité de toutes les femmes et de tous les hommes. Les technologies de l'information nous le permettent, mais elles ne valent que si elles génèrent une véritable culture de la solidarité et de la fraternité, une véritable éthique du partage. Or, la francophonie, c'est tout cela. Partager, échanger, qui ne veut pas dire s'accorder sur tout, mais vouloir justement apprendre de nos différences. Parce que les différences sont naturelles et fructueuses. Et c'est la seule façon de comprendre enfin que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare. Alors que ce 20 mars soit le grand rendez-vous du donner et du recevoir à l'échelle de la planète. Le grand rendez-vous d'un nouvel humanisme qui se dit aussi en français. La Confédération nigérienne du travail a rendu publique ce matin une déclaration à l'effet d'examiner la situation de l'enlèvement et de son placement en garde à vue à la police judiciaire de leur camarade Seyni Harouna, qui est le premier secrétaire général adjoint du Ben Sinaseb. Le compte-rendu de Asma Sedou et Halidou Brema. Quelques jours après l'interpellation du premier secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB, Seyni Harouna, les réactions des condamnations tombent de partout. Après celle du SINASEB le samedi, ce lundi, c'est la Confédération nigérienne du travail CNT qui a réagi tout en déplorant l'acte. Le Ben CNT s'est dit choqué et outré par cette manière désormais ancrée dans les mœurs du régime actuel et qui jure d'avec les principes du partenariat et du dialogue social. Cette énième provocation vient une fois de plus, si besoin est, de démontrer l'inconséquence et l'irresponsabilité du gouvernement, qui, au lieu de trouver des solutions idoines aux revendications des travailleurs, s'érige en véritable prédateur des libertés syndicales et des travailleurs qu'il tente de réduire au silence. Sinon, comment comprendre un gouvernement qui s'en prend quotidiennement à ses propres concitoyens au lieu de leur apporter aide, assistance et protection? Peine perdue. Cette attitude digne de notre âge ne saurait prospérer, car la CNT engagée et déterminée à défendre les travailleurs, les droits des travailleurs et les libertés syndicales ne le laissera pas faire. Pour la CNT, le dialogue est la meilleure façon de trouver une solution au problème. Le Ben CNT rassure le gouvernement que ces élucubrations de quelques individus zélés, tapis dans les sièges du pouvoir, ne resteront pas impunis, quel que soit le temps que cela prendra. Inch'Allah. D'ores et déjà, le Ben CNT se félicite du soutien des organisations de défense des droits humains, de la société civile et des organisations des travailleurs nationales, sous-régionales et internationales. Au regard de tout ce qui précède et de la situation ainsi créée, le Ben CNT dénonce et condamne la manière indigne, irrespectueuse et honteuse par laquelle le camarade Seyni Harouna a été conduit à la police judiciaire.
assure le camarade Seyni Harouna et le SINASEP de son inconditionnel soutien en ces moments particuliers. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Seyni Harouna. Mais le gouvernement en garde contre toute atteinte à l'intégrité physique et morale du camarade Seyni Harouna. Mais également en garde ses ravisseurs, car ils seront coupables de tout ce qui pourrait lui arriver. Décide de porter plainte contre l'État du Niger auprès du Bureau international du travail BIT pour violation des libertés syndicales. Invite tous les syndicats affiliés à demeurer vigilants et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre afin de faire échec aux manœuvres sournoises prédateurs des libertés syndicales. Rend le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui arriverait à notre camarade et des conséquences qui pourraient découler de cette situation qu'il a délibérément créée. Le premier secrétaire général adjoint du SINASEP, Seyni Harouna, est interpellé à la police judiciaire pour usurpation de titre. Point de presse ce lundi à la place AB de l'université Abdou Moumouni. Il est animé par le comité exécutif de l'UNUN relatif à la construction de l'amphithéâtre et aussi le paiement des arriérés de leur bourse. Abdurazak Hamidou et Sadou Doumi. Tenir l'opinion nationale et internationale des conditions dans lesquelles sont les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, telle est la raison principale de ce point de presse animé par le comité exécutif de l'UNUN. Un point de presse qui porte essentiellement sur deux questions. D'abord, c'est le relevant du fonctionnement de cette université. À ce niveau, nous voulons aborder la question du chantier de l'amphithéâtre mis place de la FAST. Il y a de cela un mois de cela que le comité exécutif a tiré la sonnette d'alarme par rapport aux arrêts systématiques des travaux sur les 10 chantiers. Pour rappel, c'est un chantier qui date de 2013 et qui est censé être finalisé en 2015. Aujourd'hui encore, le gouvernement n'a pas voulu donner suite à notre revendication, qui est la reprise des travaux sur les 10 chantiers. Le ministre des Enseignements supérieurs, à l'occasion d'une de ses visites récentes ici à l'UAM, qui avait dit clairement aux étudiants qu'au plus tard les vacances à venir, l'amphi sera finalisé et réceptionné. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que, même en portant des lunettes en bois, on se rend à l'évidence qu'aucune brique n'a été posée depuis lors. L'harmonie entre les discours et les faits n'est donc pas au rendez-vous. La question concernant la bourse, notamment celle du premier trimestre, où ils enregistrent des arriérés d'impayés, pour les mois d'octobre, novembre et décembre, puis celle du deuxième trimestre, comprenant les mois de janvier, février et mars. Pour rappel, à l'heure actuelle, nous encaissons 2 arriérés d'impayés de bourse, notamment la bourse du premier trimestre, comprenant octobre, novembre, décembre, et la bourse du second semestre, janvier, février, mars. Pourtant, en jetant un regard rétrospectif dans l'histoire de notre organisation, l'on se rendra compte, bien évidemment, que toutes les luttes radicales qui ont été menées sont liées aux questions du genre. Et je pense que les étudiants restent les mêmes. Et ils peuvent être capables d'emprunter les mêmes chemins pour défendre leur dignité. Le comité exécutif de l'UNU lance enfin un ultimatum de 48 heures au gouvernement en guise d'avertissement pour la satisfaction de ses revendications. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Sanoussi Tambari Jakou, ancien parlementaire, relève toute l'utilité de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA. Très bonne réception à vous. Votre question comprend 2 parties et elle appelle de ma part 2 séries de réponses. La première série de réponses est relative aux anciennes commissions d'enquête et de contrôle. En fait, il s'agira tout simplement d'une seule ici. Et la deuxième réponse sera relative à la question de la commission d'enquête parlementaire qui va être installée aujourd'hui. Alors, je suis ici avec à mes côtés
M. Maman Ibrahim. Maman Ibrahim était avec moi à l'Assemblée nationale sous la 5e République, 2e législature. Et nous étions tous les deux membres de la commission des affaires économiques et du plan. J'étais le président de cette commission-là et lui, il était le rapporteur général. Donc, il jouait un rôle très important au sein de cette commission. À ce moment-là, je crois que c'est en 2008 ou en 2009, il y a eu un problème au niveau de la mine de Samira. Et un beau jour, nous avons découvert en face de la porte de notre commission, la commission des affaires économiques et du plan, un important groupe de personnes. Il y en avait au moins 100. Ces personnes se sont présentées à nous, les membres de la commission. Ils ont dit qu'ils sont venus se plaindre de la situation qui prévaut au niveau de la société minière de Samira. Ils s'étaient plaints d'abord du débauchage dont certains d'entre eux ont été victimes. Ils nous ont fait part du mauvais traitement anti-droit et illégal que les gestionnaires de cette société leur faisaient subir. Ils nous ont fait part de tous les problèmes que la localité même, avec ses habitants, rencontre dans le cadre de l'exploitation de cette société. Nous les avons écoutés au niveau de la commission et nous avons interpellé le ministre des Mines par rapport à cela. Il y a eu un grand débat au niveau de l'Assemblée nationale et à l'issue de ce débat, il a été décidé de mettre en place une commission d'enquête par rapport aux questions de la mine de Samira. La commission a été constituée. Son président était M. Kalla Hankourou. Elle a travaillé pendant au moins 2 mois. Elle a déposé son rapport au niveau de la plénière de l'Assemblée. Et c'est ce que beaucoup de Nigériens ont oublié. Un grand débat a eu lieu à la plénière de l'Assemblée autour de ce rapport. Et dans ce rapport, il y avait des conclusions qui étaient tirées, des recommandations qui ont été faites en direction du gouvernement. Et le rapport donc a été adressé au pouvoir exécutif et il y a un certain nombre donc, de recommandations qui avaient été respectées, d'autres qui ne l'ont pas été. De toutes les façons, des conclusions ont été tirées par rapport aux travaux de cette commission. Les travaux de cette commission n'ont pas été inutiles. Et d'ailleurs, quelques jours après, moi, j'ai été envoyé en mission pour participer à un séminaire sur les entreprises sociales et la délégation du Niger, ou en tout cas les Nigériens qui étaient partis participer à ce séminaire à Rabat au Maroc, c'était moi-même au nom du Parlement. Il y avait Ali Idrissa de votre télévision, il y avait Nouhou Arzika et un certain Wali Yakoy. Et moi j'ai pris soin d'emporter au moins 100 d'exemplaires des rapports de cette commission et j'ai distribué ces exemplaires-là au vu et au su de Ali Idrissa, de Nouhou Arzika, de Wali Yakoy, de tous les Nigériens qui m'ont aidé d'ailleurs à le distribuer. Et même ils ont eu des copies. Et c'était tellement intéressant que les participants au séminaire ont photocopié en plusieurs exemplaires, ou en des dizaines et même des centaines d'exemplaires de ce document-là. Et tous les parlements du monde ont eu chacun un exemplaire. Tous les parlements du monde, au niveau de l'Union interparlementaire. Alors ce qui m'a surpris, c'est que certains Nigériens, surtout ceux de la société civile, disent qu'en fait il n'y a rien eu, rien n'a été fait, et personne ne se souvient de ça, et aucune conclusion n'a été tirée, et aucune recommandation n'a été respectée. Bref, comme si de rien n'était, comme si de rien ne s'était passé. Cela, évidemment, m'a fait tiquer, ça m'a déçu. J'ai pensé que les membres de la société civile suivent tous les problèmes du Niger.
Et même s'ils suivent, j'ai toujours pensé qu'ils ne vont pas oublier. Et même s'ils ont oublié, ils peuvent essayer peut-être de se remémorer de ce qui s'est passé. Mais qu'on nie tout en bloc et qu'on rejette pour dire que rien n'a été fait, ça, je ne peux pas l'accepter. Et à partir de cela, qu'on tire des conclusions pour dire que les commissions d'enquête parlementaire sont inutiles, je dis que je m'insurge contre ça. Les commissions d'enquête parlementaire ne sont pas inutiles. Voilà donc le premier point. Le deuxième point, c'est votre question actuelle. Bon, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place relativement aux questions de 200 milliards et de l'uranium. La question qu'on peut se poser par rapport à cette affaire a été posée par un débatteur au cours du débat que vous avez organisé il y a 2 jours de cela. C'est-à-dire que ce sont les difficultés que les enquêteurs vont rencontrer dans le cadre de leurs travaux. Parce qu'il n'y a pas que le Niger qui est impliqué dans cette affaire. Il y a Areva, une société française qui est impliquée. Il y a Areva Investigation, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, UG, qui a été qui est impliquée. Et puis ensuite, il y a une société russe qui est impliquée. Puis une société libanaise aussi, puis Sopamine aussi, et on revient à Areva. Alors, si le travail d'enquête doit être bien fait, très bien fait, pour la manifestation de la vérité, il faut nécessairement faire tout ce tour-là et interroger les responsables de ces commissions. Areva UG, société russe, société libanaise, etc. Mais si on se limite seulement à interroger la Sopamine et des responsables nigériens, je crois qu'on ne va pas faire le meilleur travail possible. C'est ça que je pense de cette affaire-là. C'est une très bonne chose de mettre en place une commission, parce que la commission peut permettre la manifestation de la vérité. Mais pour que cette vérité soit manifestée, il faut nécessairement qu'on fasse des investigations les plus sérieuses, les plus profondes, et là où il le faut. Là donc, vous avez des sociétés étrangères qui sont impliquées. Est-ce que ces sociétés vont accepter de faire les enquêtes, de répondre aux questions des Nigériens? Et est-ce que leurs pays vont prêter main forte au Niger? Et c'est tout ça là qui me pose des questions. Est-ce que la société russe et la Russie elle-même pourront faciliter les travaux de la commission d'enquête? Est-ce que le Liban et la société libanaise pourront aussi faciliter les travaux des membres de notre commission? C'est cela, moi, qui me pose problème, pas autre chose. Autrement, c'est une très, 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 très bonne chose de faire une commission d'enquête et de contrôle. Si moi j'étais à l'Assemblée nationale, je serais le premier, non seulement à interpeller le ministre, mais encore je serais le premier à proposer la commission d'une enquête parlementaire sur cette affaire-là. En tout cas, voici le secrétaire permanent de notre commission, mon principal collaborateur à la commission des affaires économiques et du plan. Je pense qu'il peut vous dire quelque chose. Comme il avait dit, certains ont été sceptiques sur l'intérêt que peut avoir une commission. La dernière qu'on a eu à faire, celle de Samira, là, a permis beaucoup de choses. Il y avait des agents qui avaient des problèmes, ces problèmes-là ont été résolus. Cette société a été la première à répartir les produits que la région devait en bénéficier, bien avant les sociétés Somaïr et Cominac, j'espère que la redistribution entre les populations. Il y a des villages qui sont mitoyens des mines, donc qui ont eux aussi bénéficié de beaucoup de choses, des écoles primaires, des forages d'eau, des collèges, un appui sur le plan santé. Donc on ne peut pas dire tout ça là. C'est quand les députés se sont intéressés aux problèmes de cette société-là qu'il y a eu une avancée sur ces choses-là. Donc on ne peut pas dire que la commission, certainement que là où les gens disent que c'est inutile, le Parlement, la petite faute qu'il y a, c'est que quand la plénière a tranché sur le rapport de la commission, il y a eu des recommandations au niveau du gouvernement. Peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y ait pas eu de suivi
de l'Assemblée pour voir ces recommandations-là aboutir. Mais sinon, vraiment, on ne peut pas dire que le travail, puisque ça rentre dans la procédure normale de l'Assemblée qui est celle de contrôler l'action du gouvernement. Les sociétés, autres étant sous la coupe du gouvernement. Donc, le Parlement joue bien son rôle en créant ce genre de commission. Peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est un meilleur suivi des recommandations. Quand on envoie une recommandation, de suivre ça pas à pas jusqu'à ce que ces recommandations-là, le gouvernement tienne compte et ou exige qu'une application sérieuse soit faite. Et puis moi j'ajoute ceci, c'est que les travaux de cette commission d'enquête, ce n'était pas une commission de contrôle, ces travaux-là ont été tellement bien faits qu'ils avaient agité le milieu des exploiteurs de mines. Elle a tellement bien travaillé, elle a tellement fait des recommandations pertinentes que les bailleurs de fonds, comme on les appelle, les partenaires du Niger qui viennent gérer nos mines avec notre pays, que ces exploitants-là ont été inquiétés. Ils se sont dit, vraiment au Niger, ça bouge. L'Assemblée nationale est interpellée, elle travaille, et voilà que des révélations sont faites contre nous. Nous allons prendre nos dispositions. Et c'est à la suite de ça que les deux pays qui participaient à l'exploitation de la société minière de Samira, ces deux pays ont fait retirer leur société. Et ces deux pays, c'est le Maroc et le Canada. Ils se sont donc retirés. Et quand ils se sont retirés, le gouvernement du Niger, par l'intermédiaire de la Sopamine, a racheté leurs actions. Donc le gouvernement du Niger était devenu le propriétaire exclusif de la mine de Samira. Et puis par la suite, lui-même, il s'est débarrassé de cette mine en la vendant au Nigérian Dangote. Et je crois qu'actuellement, la mine de Samira doit être gérée par l'équipe de Dangote. Et tout cela fait partie des conséquences de la mise en place de la commission d'enquête de cette époque-là par rapport à cette question-là. Donc les commissions d'enquête sont très importantes. Elles font de bons travaux. Et lorsque les recommandations sont suivies, il y a de gros avantages que le Niger tire. Et même si le gouvernement ne respecte pas les recommandations, et il doit les respecter, si toutefois l'Assemblée nationale fait le travail de suivi, le fait qu'on constitue la commission et qu'on développe beaucoup de débats, cela peut inquiéter ceux qui gèrent mal ou ceux qui se comportent mal, et ça peut les amener à redresser leur comportement. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'enquête de Samira, est-ce que ce n'est pas ce manque de suivi qui a amené le Nigérien à dire que vraiment la commission d'enquête parlementaire c'est inutile? Non. Non. De toutes les façons, il y a eu des recommandations qui ont été respectées. Ensuite, le sort des travailleurs a été amélioré. Et je crois que la centaine d'ouvriers qui avaient été débauchés a été remise dans ce droit. C'est pas ça. Les ouvriers qui ont été chassés et qui sont venus se présenter au niveau de l'Assemblée nationale, après les travaux de la commission d'enquête, ils ont été remis dans leurs droits, autrement dit, ils ont été réembauchés. C'est là déjà une conséquence extrêmement importante par rapport à l'interpellation. Et puis ensuite, les rapports entre les responsables de la société et les habitants des villages environnants, les habitants des villages sur les champs desquels la mine a été installée, eux aussi, dans une certaine mesure, ils ont été remis dans leurs droits. Donc cela n'a pas été inutile. Seulement, il fallait le savoir. Et beaucoup de Nigériens devaient le savoir. Nul n'est censé ignorer la loi.